Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Un homme dépense près de 5000 $ pour l'anniversaire de sa petite amie. Des fleurs, un gâteau personnalisé, des sacs cadeaux pour les invités, une boîte à bijoux qui lui brûle la poche, le grand jeu, quoi. Et qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Une humiliation publique. Devant tout le monde. À la fête qu'il a lui-même payée. Oh, mais ne vous inquiétez pas, elle a appelé ça une blague. Oui, une blague. Parce qu'apparemment, humilier la personne qui finance entièrement votre train de vie, c'est devenu de l'humour maintenant. Chaussures de créateur, loyer, séance au spa, voyage entre copines auxquels il n'était même pas invité, tout était payé par lui. Et lui, c'est le sujet de la plaisanterie. Le culot est franchement à couper le souffle. Genre, on pourrait presque admirer un tel niveau de confiance. Presque. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que cet homme n'a ni pleuré, ni supplié, ni explosé de colère. Ce qu'il a fait à la place. Bien plus satisfaisant. Restez avec nous, parce que cette histoire va beaucoup plus loin. Mon amie s'est saoulée à sa fête d'anniversaire que j'avais entièrement payée. Elle a levé son verre et annoncé « Voici mon petit ami. Il paie toutes mes factures, m'achète tout ce que je veux, me suit partout comme un chien pathétique et il croit vraiment que je l'aime. » Ses amis ont éclaté de rire, et l'une d'elles a ajouté « Au moins, il sert à quelque chose. » Quand je me suis levé pour partir, elle a smirqué et dit « Ne sois pas si dramatique. On sait tous les deux que tu reviendras ramper demain. » Moi, 36 ans, homme. J'étais avec Mélissa, 32 ans, depuis presque 4 ans. Enfin, je devrais dire que j'étais avec elle. Un peu de contexte sur moi. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne dans l'Ohio. Mon père était mécanicien et m'a appris la valeur du travail manuel. Ma mère travaillait dans l'administration d'un hôpital et m'a montré ce qu'était une véritable dévotion au travail. J'ai appris très tôt que rien dans la vie ne s'obtient facilement. Après le lycée, je suis allé dans un community college, puis dans une université d'État pour étudier la gestion de chantier. Après mon diplôme, j'ai déménagé à Denver avec une vieille Honda et environ 600 $ en poche. Aujourd'hui, je dirige ma propre entreprise de construction. Au départ, il n'y avait que moi et mon pote Todd, faisant de petites rénovations depuis l'arrière de mon camion. Maintenant, nous avons 17 employés et des contrats réservés 8 mois à l'avance. Nous sommes spécialisés dans les rénovations de cuisine haut de gamme et les espaces extérieurs sur mesure, terrasses, pergolas, cuisine d'extérieur, ce genre de choses. Rien de glamour dans ce que je fais. Je continue à arriver sur les chantiers avec de la terre sous les ongles et la chemise trempée de sueur, à gérer les bureaux de permis et les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Mais après 9 années à me tuer au travail, j'ai enfin acheté une maison correcte l'année dernière, un ranch de 3 chambres sur un terrain d'1 quart d'acre que je rénove petit à petit. J'ai de vraies économies à la banque et je peux prendre un jour de repos sans paniquer à propos des factures. Mélissa travaillait dans la vente pharmaceutique. Toujours parfaite. Que des vêtements de créateur. Coiffure refaite chaque semaine dans un salon où ils servent du champagne. Ongles impeccables en permanence. Le genre de femme qui dépense 400 $ dans une crème pour le visage sans sourciller. Quand nous nous sommes rencontrés lors d'une vente aux enchères caritatives où un ami m'avait traîné, je me suis dit qu'elle était largement hors de ma portée. J'étais là parce que j'avais offert un forfait de rénovation extérieure personnalisé, vêtu du seul costume que je possédais à l'époque, bleu marine, un peu trop large aux épaules. Elle portait une robe argentée qui coûtait probablement plus cher que ma mensualité de crédit immobilier et ressemblait à une femme sortie tout droit d'un magazine. Elle s'est approchée de moi pendant que je restais maladroitement près du bar, s'est présentée et a semblé sincèrement impressionnée quand je lui ai expliqué mon métier. Avec le recul, je parie qu'elle calculait déjà mon potentiel de revenus pendant que je bafouillais dans la conversation. Elle m'a donné son numéro avant de partir, et j'ai presque réussi à me convaincre que c'était un faux jusqu'à ce qu'elle réponde à mon message le lendemain. Les premiers mois étaient incroyables. Le sexe était exceptionnel. Elle semblait intéressée par mon travail, elle est même venue une fois sur un chantier, elle s'est plainte que ses chaussures se salissaient, mais elle est quand même venue. Au bout de 6 mois, elle avait un tiroir chez moi. Après 1 an, elle passait 5 nuits par semaine à la maison, tout en insistant pour garder son appartement du centre-ville, appartement que j'ai découvert plus tard que je finançais pratiquement moi-même à travers des prêts, qui n'étaient jamais remboursés. Avec le recul, les signaux d'alarme me hurlaient littéralement dessus. Elle perdait sa carte bancaire au moins une fois par mois et avait besoin d'emprunter de l'argent. Sa voiture nécessitait toujours une réparation urgente exactement au moment où une nouvelle collection de luxe sortait. Elle lançait ces petites remarques du genre « Tu peux être élégant quand tu fais un effort » ou encore qu'elle améliorait mon style de vie. Elle avait mystérieusement des migraines chaque fois que c'était à son tour de payer le dîner. Mais le sexe était génial. Elle était magnifique. Et honnêtement, j'étais simplement heureux qu'une femme comme elle veuille être avec un type comme moi. Quel idiot, hein? Tout n'était pas mauvais, du moins pas au début. Elle pouvait être attentionnée parfois. Elle se souvenait de choses que j'aimais. Elle m'a offert une très belle montre pour mon anniversaire, même si j'ai découvert plus tard qu'elle l'avait achetée avec ma propre carte de crédit. Elle se vantait de moi devant ses amis, m'appelant son « sexy homme du bâtiment ». Pour un gars qui avait grandi en se sentant plutôt banal, ce genre d'attention venant d'une belle femme était enivrant. Mais avec le temps, les choses ont changé.
Les moments attentionnés sont devenus plus rares. Les prêts d'argent plus fréquents. Les remarques sur mon métier sont passées de taquineries amusantes à un mépris à peine dissimulé. Comme une grenouille dans une eau qui chauffe lentement, je ne me suis pas rendu compte que j'étais en train de cuire jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Le 30e anniversaire de Mélissa a eu lieu il y a 2 semaines. J'avais passé un mois entier à organiser la soirée. J'avais réservé une salle privée chez Aspen Grove, un restaurant chic, de la ferme à la table, où les amuse-bouches coûtent $30. J'aurais pu aller dans le restaurant de mon ami Jake, dont j'avais rénové la cuisine et qui nous aurait fait un prix, mais Mélissa disait toujours que c'était trop décontracté pour des événements importants. J'ai invité 15 de ses amis, commandé un gâteau personnalisé avec de l'or comestible et un truc appelé « glaçage miroir », qui coûtait à lui seul $250. En tout, la soirée m'a coûté environ $4 800. Et je n'ai même pas hésité en signant le chèque parce que, c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un, non? Le jour de son anniversaire, j'ai même quitté le chantier plus tôt pour m'assurer que tout soit parfait. Le restaurant avait préparé la salle exactement comme je l'avais demandé. Des fleurs sur chaque table, ses pivoines préférées, $200 chez un fleuriste de luxe. Un présentoir photo que j'avais assemblé retraçant nos 4 années ensemble. Des sacs cadeaux pour tous les invités contenant des bougies coûteuses et des produits de bain que Mélissa avait un jour mentionné aimer. J'avais même fait servir ses vins de dessert préférés avec le gâteau et réussi à trouver une bouteille rare dont elle parlait depuis des mois. Le cadeau que je lui avais acheté était dans ma poche, une paire de boucles d'oreilles en saphir assorties à ses yeux, emballée dans une boîte provenant de cette bijouterie devant laquelle elle s'arrêtait toujours au centre commercial. Le dîner avait très bien commencé. La nourriture était bonne, même si hors de prix, $60 pour un plat de poulet qui n'était même pas aussi bon que ce que je pouvais préparer chez moi. Les boissons coulaient à flot. Tout le monde semblait s'amuser. Mélissa portait une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Elle buvait une eau pétillante sophistiquée parce qu'elle disait que le sucre et les cocktails la faisaient gonfler. Elle n'était même pas ivre, ce qui rend ce qui a suivi encore pire. Elle était parfaitement lucide. Elle était assise en bout de table comme la reine qu'elle pensait être, moi à sa droite. Ses collègues de travail étaient là. Ces femmes aux mèches blondes identiques et au rire strident. Son coach de CrossFit, Kevin, dont j'ai toujours pensé qu'il avait un faible pour elle, était là aussi, mal à l'aise dans de vrais vêtements au lieu de sa tenue de sport. Sa sœur Taylor était présente, quelques amis d'université également, toute la bande habituelle. Le moment des discours est arrivé. Son amie Zoé a commencé, racontant une histoire sur leur voyage à Cabo, voyage que j'avais payé mais auquel je n'avais même pas été invité. Ensuite, c'était mon tour. Je suis resté simple, je lui ai dit que je l'aimais, que j'étais fier de ce qu'elle avait accompli cette année et que j'avais hâte de construire notre avenir ensemble. Tout le monde a levé son verre avec les réactions admiratives appropriées. Puis Mélissa s'est levée, son verre d'eau à la main. Je pensais qu'elle allait remercier tout le monde d'être venu. Au lieu de ça, elle a balayé la salle du regard avec un sourire étrange, a posé sa main sur mon épaule en plantant légèrement ses ongles dans ma peau, puis elle a dit assez fort pour que toute la table entende. Voici mon petit ami Ryan. Il paie tout pour moi, m'achète tout ce que je veux, me suit partout comme un petit chiot. Elle a marqué une pause, regardant autour d'elle pour s'assurer qu'elle avait toute l'attention de la salle, puis a ajouté. Et somehow, il croit encore que je suis vraiment amoureuse de lui. La table est restée complètement silencieuse pendant quelques secondes. Puis ses amis, ses cauchemars de chirurgie esthétique qu'elle appelait ses filles, ont commencé à rire. Pas tout le monde. Sa sœur avait l'air de vouloir disparaître sous la table, et mon ami Dave, que j'avais invité, fixait simplement son assiette. Mais suffisamment de personnes riaient pour me donner l'impression que je ne pouvais plus respirer. Le serveur qui remplissait les verres d'eau s'est figé, clairement incapable de savoir quoi faire. Je l'ai vu échanger un regard avec un autre serveur, les yeux grands ouverts. Je devais avoir une expression particulière sur le visage parce que Mélissa a levé les yeux au ciel et a dit « Sérieusement, c'est juste une blague. Détends-toi un peu. » Mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. Seulement du mépris. Un mépris pur pour l'homme qui venait de dépenser près de $5000 pour célébrer son anniversaire. J'ai calmement posé ma serviette sur la table et je me suis levé. Je n'ai rien dit. J'ai simplement pris ma veste derrière ma chaise. Les boucles d'oreilles semblaient brûler dans ma poche. « Tu crois aller où ?» a-t-elle lancé sèchement, agacée comme si c'était moi qui gâchais sa soirée spéciale. « C'est fini ?» ai-je simplement répondu. Je n'allais pas faire une scène en public. Ce n'est pas mon genre. C'est laquelle a dit, assez fort pour que les serveurs contre le mur l'entendent. Arrête d'être aussi sensible. On sait tous les deux que tu reviendras ramper demain. Tu le fais toujours. Elle l'a dit avec une telle certitude, un tel mépris, comme si j'étais un chien dressé qui revenait toujours, peu importe la manière dont elle me traitait. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être que quelque chose a enfin guéri. Je ne sais pas. Je l'ai simplement regardé longuement, observant chaque détail de son visage. Le visage à côté duquel je m'étais réveillé pendant 4 ans. Le visage que je pensais voir pour le reste de ma vie. Et j'ai réalisé que je ne le reconnaissais plus. Ou peut-être que, pour la première fois, je le voyais clairement. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scandale. Je suis simplement sorti,
j'ai donné mon ticket au voiturier et j'ai attendu mon camion en silence. Le voiturier semblait sentir que quelque chose n'allait pas et n'a pas essayé de faire la conversation. Je lui ai laissé 20 $ de pourboire et je suis rentré chez moi sans musique, sans appel, seulement accompagné du bruit de mes pensées qui traversaient enfin des années de mensonges. Quand je suis arrivé chez moi, la maison sur laquelle j'avais passé tous mes week-ends pendant des mois à travailler, avec la terrasse que j'avais construite de mes propres mains et la cuisine que j'avais rénovée moi-même, je me suis préparé un café et je me suis assis dehors à regarder les étoiles. Soudainement, 4 années de souvenirs semblaient complètement différentes. Toutes ces fois où elle se moquait de mes mains abîmées devant ses amis. La façon dont elle me demandait de ne pas parler de mon travail devant certaines personnes, parce qu'elle ne comprendrait pas. La manière dont elle levait les yeux au ciel chaque fois que je parlais d'un projet dont j'étais fier. Cette fois où je l'ai entendu au téléphone dire à une amie. Il n'est pas exactement intellectuellement stimulant, mais c'est utile de l'avoir autour. Ou encore quand elle disait avoir besoin de nouvelles tenues pour chaque événement, parce que les gens remarquent ce genre de choses, Ryan. Ces voyages entre copines semblaient toujours arriver précisément quand je parlais d'économiser pour quelque chose d'important. Ces mystérieuses conférences professionnelles pour lesquelles elle n'avait jamais aucun document. La façon dont elle gardait constamment son téléphone écran contre table devant moi. Ce collègue masculin dont le nom revenait souvent dans les conversations, puis disparaissait dès que je posais des questions. Je n'étais pas totalement aveugle. Au fond de moi, je savais qu'elle aimait davantage ma carte bancaire que moi. Mais je crois qu'une partie de moi pensait qu'un jour, elle finirait par voir au-delà de l'argent et remarquerait enfin l'homme qui travaillait 60 heures par semaine pour tout lui offrir. Quelle putain de blague. D'accord, attendez une seconde, c'est moi qui reprends. Ryan le dit lui-même, au fond de lui, il savait qu'elle aimait davantage sa carte bancaire que lui. Il le savait. Et pourtant, il est resté. Et avant que quelqu'un débarque dans les commentaires pour dire « Quel idiot !» arrêtez-vous juste un instant et soyez honnête avec vous-même. Combien d'entre nous sont déjà restés dans une situation qu'ils savaient mauvaise simplement parce que les bons moments étaient trop agréables pour partir? Parce que la tension était enivrante? Parce qu'une partie de nous pensait, peut-être que si je donne un peu plus, si j'aime un peu plus fort, si je fais encore plus d'efforts, alors ils finiront par vraiment me voir? Ce n'est pas de la stupidité. C'est un manque affectif. C'est un homme qui a grandi en se sentant banal, et qui soudain voit cette femme magnifique, élégante, le choisir lui, et il ne voulait pas perdre cette sensation. Cette sensation d'être choisi par quelqu'un qu'on pense hors de sa portée. Et voilà la vérité dérangeante. On ne reste pas dans de mauvaises situations parce qu'on est aveugle. On reste parce que partir signifie admettre quelque chose de douloureux, que la personne qu'on aimait ne nous a jamais vraiment aimé en retour. Et ce chagrin-là, il est lourd. Ce n'est pas seulement perdre une relation, c'est perdre la version de soi-même qui croyait que tout cela était réel. Ryan n'était pas faible parce qu'il est resté. Il était humain. Mais le moment où il a cessé de protéger cette illusion pour commencer à se protéger lui-même, c'est là que tout a changé. C'est ce déclic que nous devons tous apprendre à reconnaître dans nos propres vies. Bon, maintenant, retour à l'OP. Mon téléphone a commencé à exploser de notifications moins d'1 heure plus tard. Des messages de Mélissa passant de la colère, « Bravo, tu m'as humilié le jour de mon anniversaire », à la défense, c'était évidemment une blague, tout le monde riait, puis au faux sanglot, « Bébé, s'il te plaît, je suis désolé, reviens ». Je faisais défiler les messages avec un étrange détachement, comme si je lisais le drame de quelqu'un d'autre. J'ai coupé les notifications, mais je ne l'ai pas bloqué. Quelque chose me disait que je devais garder des preuves au cas où les choses dégénéreraient. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je repassais en boucle non seulement la catastrophe de l'anniversaire, mais aussi une centaine de petits moments qui, soudainement, prenaient enfin tout leur sens. Comme ses reçus de déjeuner pour 2 les jours où elle disait manger seule. Ou sa façon de s'agacer quand je lui faisais la surprise de passer à son travail. Ou encore cette montre pour homme trouvée dans sa voiture qu'elle prétendait appartenir à un cousin dont je n'avais jamais entendu parler avant, ni après. Le dimanche matin, je me suis réveillé après peut-être 3 heures de sommeil, mais avec l'impression qu'on avait retiré un poids de 100 kilos de ma poitrine. Et avec une clarté totale, j'ai su exactement ce que je devais faire. Avant de ranger les affaires de Mélissa, j'ai décidé de faire quelque chose que j'aurais probablement dû faire des années plus tôt, une enquête approfondie. Si elle allait m'humilier publiquement, alors je voulais savoir exactement à quoi j'avais eu affaire. D'abord, j'ai ouvert tous nos comptes financiers communs et commencé à télécharger les relevés des 2 dernières années. Je ne suis généralement pas quelqu'un de rancunier, mais quelque chose dans la froideur calculée de sa voix quand elle s'est moquée de moi devant tout le monde m'a fait comprendre que ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de pouvoir. J'ai créé un tableau recensant chaque prêt d'urgence, chaque achat suspect, chaque retrait inexpliqué. Le schéma était tellement évident que ça m'a donné la nausée. Plus de 67 000 $ sur la seule dernière année, vêtements de luxe, soins spa, dîners professionnels douteux et escapades de week-end auxquels je n'étais jamais invité. Presque chaque grosse dépense arrivait miraculeusement juste après que je parle d'un investissement pour mon entreprise ou d'un projet important. Elle siphonnait méthodiquement les ressources destinées au développement de ma société. Puis j'ai vérifié les relevés de la carte noire. Des paiements revenaient régulièrement dans des hôtels du centre-ville.
Les mêmes soirs où elle prétendait travailler tard. Le nom du même restaurant apparaissait encore et encore avec des additions pour 2 personnes, alors qu'elle était supposée déjeuner, entre filles. J'ai aussi trouvé des paiements récurrents pour un service de location d'appartement dont je n'avais jamais entendu parler. Contre toute logique, j'ai décidé d'aller à son appartement avec ma clé. Je me disais que c'était pour rassembler des preuves, mais une partie de moi avait besoin de voir la vérité de mes propres yeux. Le portier m'a accueilli par mon prénom. Mademoiselle Melissa n'est pas là, monsieur Ryan. Elle est partie tôt ce matin avec un gentleman. Ils ont dit qu'ils allaient bruncher. Ce n'est pas grave, ai-je répondu en sentant ma mâchoire se crisper. Je viens juste déposer quelque chose. À l'intérieur de l'appartement, j'ai trouvé exactement ce que je redoutais. Des vêtements d'homme qui n'étaient pas à moi dans le placard. Des produits de toilette masculins que je ne reconnaissais pas dans la salle de bain. Des photos d'elle avec un autre type dans ce qui ressemblait à une station balnéaire. Les photos dataient précisément de la semaine où elle m'avait dit assister à une conférence professionnelle cruciale à Chicago. J'ai photographié chaque élément sans rien toucher. Pas par respect pour sa vie privée, ce stade-là était dépassé depuis longtemps, mais parce que j'avais besoin de preuves impossibles à contester. Le coup de grâce a été un journal intime trouvé dans sa table de nuit. Normalement, je ne lirai jamais les pensées privées de quelqu'un. Mais mon nom sur une page ouverte a attiré mon regard. Ryan parle enfin d'agrandir l'entreprise. Temps de pousser pour le voyage à Aspen le mois prochain. Il ne remarquera pas l'argent si je m'y prends au bon moment. J'ai photographié plusieurs pages où elle documentait littéralement ses stratégies de manipulation. Faire semblant de s'intéresser au projet de cuisine égale nouveau sac Gucci. Faire semblant d'être impressionné par une réunion client égale week-end au spa. Depuis le début, elle me manipulait comme un simple jeu. En partant, je me suis arrêté au bureau d'accueil. Petite question. J'aide Melissa pour quelque chose. À quelle fréquence utilise-t-elle l'annonce Airbnb de son appartement? Le portier a eu l'air mal à l'aise. Je ne suis pas censé discuter des activités des résidents, monsieur. J'ai hoché la tête avec compréhension avant d'ajouter d'un ton détendu. Pas de problème. Sa sœur Taylor m'en a parlé. J'allais juste l'aider à mettre à jour les photos de l'annonce. Son visage s'est aussitôt détendu. Oh, si vous l'aidez, c'est différent. C'est assez populaire. Généralement réservé 3 ou 4 nuits par semaine. Le service de ménage passe chaque matin vers 10 heures. Je l'ai remercié et je suis parti tandis que toutes les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Elle louait l'appartement que je payais, empochait l'argent et vivait gratuitement chez moi. L'arnaque parfaite. J'ai passé le reste du dimanche à rassembler toutes les affaires de Melissa dispersées dans ma maison. Vêtements, maquillage, bijoux, le vélo peloton qu'elle avait utilisé 2 fois, les 6 paires de chaussures de luxe dans mon placard, toutes les crèmes hors de prix et les produits capillaires dans ma salle de bain. J'ai tout emballé méticuleusement dans des cartons, chacun étiqueté avec une précision presque clinique, vêtements, salle de bain, bijoux, électronique, chaussures. Il m'a fallu environ 4 heures pour tout retrouver. C'était impressionnant de voir à quel point ces affaires avaient envahi mon espace, alors qu'elle conservait quand même son propre appartement comme activité secondaire rentable. J'ai posé sa clé sur la boîte à bijoux et chargé tous les cartons dans mon camion. Pendant une dernière inspection de la maison, je suis tombé sur la carte d'anniversaire que je lui avais achetée et que je ne lui avais jamais donnée. À l'intérieur, il y avait une note écrite à la main expliquant combien je l'aimais, ainsi qu'un bon cadeau pour un week-end à Santa Fe que j'avais prévu pour nous deux. J'ai tout déchiré et jeté à la poubelle sans ressentir autre chose qu'un immense soulagement. Le lundi matin, je ne suis pas allé à son appartement comme prévu au départ. À la place, je suis allé au bureau de mon avocat avec toutes les preuves que j'avais rassemblées. James gérait les aspects juridiques de mon entreprise depuis des années et était devenu un ami avec le temps. Sacrée situation, a-t-il dit en examinant les photos et les documents financiers. Qu'est-ce que tu veux exactement faire maintenant, Ryan? Je veux me protéger mon entreprise et mes biens, ai-je répondu. Et je veux m'assurer qu'elle ne puisse pas retourner l'histoire pour me faire passer pour le méchant. James a hoché la tête. Intelligent. D'abord, on documente tout officiellement. Ensuite, on crée une rupture propre et juridiquement solide. Aucune zone grise qu'elle pourrait exploiter. Nous avons passé 3 heures à rédiger des documents, résiliation officielle de tout soutien financier, lettres certifiées aux sociétés de cartes bancaires pour la retirer comme utilisatrice autorisée, notifications officielles concernant les comptes et services communs. Nous avons même préparé une mise en demeure concernant toute éventuelle diffamation. Et l'appartement, ai-je demandé. Je paie son loyer depuis presque 3 ans. James a réfléchi un instant. La sous-location illégale nous donne un levier. Si le propriétaire découvre ça, elle risque l'expulsion et des poursuites pour violation du bail. Je ne veux pas descendre à son niveau, ai-je dit. Ce n'est pas une question de vengeance, Ryan. C'est une question de protection. Elle a montré qu'elle était prête à utiliser n'importe quoi contre toi. Cet après-midi-là, j'ai directement appelé la société de gestion immobilière. Je fais les paiements de l'unité 1506 pour une résidente nommée Melissa Davis, ai-je expliqué. Je souhaite mettre fin immédiatement à cet arrangement. Je comprends, monsieur. Nous aurons besoin d'une notification écrite. Et je dois aussi vous informer de possibles violations du bail.
L'appartement est proposé sur Airbnb depuis un certain temps, ce qui, je crois, viole les conditions du contrat de location. Le silence à l'autre bout du fil en disait long. C'est effectivement une violation grave, monsieur. Nous devons enquêter immédiatement. J'ai des preuves à fournir, ai-je proposé. Capture d'écran de l'annonce, confirmation de réservation envoyée sur son adresse mail accidentellement liée à mon compte, relevé montrant les revenus provenant de la plateforme. Le mardi matin, tout était prêt. Je suis allé à son immeuble avec les cartons et un plan très précis. Le même portier m'a salué en me voyant entrer. Grosse livraison aujourd'hui, monsieur Ryan. La dernière, en réalité, ai-je répondu. Il a levé un sourcil sans faire de commentaire. J'ai utilisé la clé une dernière fois et monté tous les cartons, les disposant soigneusement dans son salon. Au-dessus, j'ai posé une enveloppe contenant des copies de toutes les preuves rassemblées, relevés financiers mettant en évidence ses achats non autorisés, photos de son appartement utilisé comme Airbnb, cliché d'elle avec l'autre homme, page de son journal détaillant ses méthodes de manipulation et une lettre officielle de mon avocat mettant fin à toute obligation financière. Ma note était simple. Je ne reviendrai pas en paix. Tout est documenté. Ton propriétaire est au courant pour Airbnb. La carte noire est annulée. Toute tentative de me contacter ou de nuire à ma réputation entraînera la diffusion de toutes ces preuves auprès de toutes les personnes importantes. À toi de choisir. J'ai laissé ma clé sur la note et suis parti. Rien qu'en descendant dans cet ascenseur, j'avais l'impression d'avoir perdu 20 kilos. Le portier m'a fait un petit salut lorsque je suis sorti. Il y avait dans son regard quelque chose qui ressemblait à du respect. Le mardi soir, l'enfer s'est déchaîné. Mélissa avait dû rentrer chez elle et découvrir les cartons ainsi que les documents, parce qu'elle m'a appelé 27 fois en 2 heures. Je n'ai pas répondu. Puis les messages ont commencé à arriver, passant de la rage, tu n'avais aucun droit de fouiller dans mes affaires, à la panique, s'il te plaît, ne montre ces photos à personne, puis au marchandage désespéré, je peux tout expliquer. Donne-moi juste une chance. J'ai transféré chaque message à mon avocat sans répondre. Son conseil était simple, silence total. Laisse-la paniquer. Laisse-la se demander ce que tu pourrais faire ensuite. Une véritable guerre psychologique. Le mercredi matin, je suis allé travailler comme d'habitude. J'ai vérifié les chantiers, commandé des matériaux, étudié des plans avec des clients, puis j'ai raconté toute l'histoire à mon associé Drew. Il a simplement hoché la tête avant de dire. Putain, il était temps, mec. Cette femme te vidait complètement de ton argent. Pas de jugement. Pas de pitié excessive. Juste la vérité. C'est pour ça que j'aime travailler avec des gars qui construisent des choses pour vivre. Pas de conneries. D'accord, attendez, c'est encore moi. Il y a quelque chose qui me dérange dans cette histoire, et je ne pense pas que vous y réfléchissiez vraiment. Ryan parle de son pote Drew qui, une fois qu'il apprend enfin ce qu'il s'est passé, répond simplement, il était temps, mec, elle te saignait à blanc. Génial. Super utile, Drew. Merci pour cette analyse brillante. Mais elle était où, cette énergie, pendant les 4 dernières années? Où étaient ses paroles quand Ryan renonçait à investir dans son entreprise pour financer des virées shopping de luxe? Où était cette honnêteté quand Mélissa lançait des remarques méprisantes sur ses mains abîmées lors des dîners mondains? Vous voyez, c'est cette partie de l'histoire qui me met vraiment mal à l'aise. Parce qu'il est facile de pointer Mélissa du doigt et de la désigner comme la méchante. Et elle l'est, sans aucun doute. Mais les gens autour de Ryan, ses amis, la sœur de Mélissa, Taylor, qui a admis que toute la famille voyait ce qu'il se passait, eux aussi regardaient. Et ils n'ont rien dit. Ou pas assez. Et je pense qu'on a tous déjà été cette personne à un moment donné, non? Observer quelqu'un qu'on aime disparaître lentement dans une mauvaise situation, tout en se disant que ce n'est pas notre place, que ça finira par s'arranger, qu'il n'écoutera probablement pas de toute façon. Mais voici la vraie vérité, parfois, une conversation sincère venant d'un véritable ami peut être exactement ce qui réveille quelqu'un avant que 4 années ne passent. Avant que 67 000 $ ne disparaissent. Avant l'humiliation publique. Le silence n'est pas neutre. Parfois, le silence, c'est une forme de permission. Les personnes qui nous aiment ont la responsabilité de parler. Avec gentillesse, avec prudence, mais avec honnêteté. Nous devons être de meilleurs amis que ceux que Ryan a eu autour de lui. Bon, maintenant, retour à l'histoire. Dès le mercredi après-midi, Mélissa est devenue complètement incontrôlable sur les réseaux sociaux. Elle a commencé à publier des messages du genre « Certains hommes ne supportent pas les femmes fortes » ou encore « Ruiner 4 ans de relation pour une blague montre bien qui est le vrai enfant ici ». Ses amis commentaient avec des phrases comme « Tu mérites mieux, ma belle » ou « Les hommes toxiques ne supportent pas les femmes qui réussissent ». Moi, je me contentais de faire des captures d'écran sans jamais répondre. Chaque publication était un nouveau clou dans le cercueil de sa crédibilité au cas où toute cette histoire irait plus loin. Elle a même publié un selfie en pleurs avec la légende « Quand tu donnes tout à quelqu'un et qu'il jette tout à la poubelle pour rien ». Les commentaires étaient remplis de gens demandant ce qu'il s'était passé, et elle répondait vaguement avec des histoires d'hommes incapables d'accepter qu'on les remette à leur place. J'ai failli répondre publiquement avec la vérité, mais quelque chose m'en a empêché. Entrer dans une guerre sur les réseaux sociaux ne résoudrait rien. Les personnes importantes connaissaient déjà la vérité.
Les autres pouvaient croire ce qu'ils voulaient. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Ryan, demanda une voix masculine. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Alex. Je pense qu'on doit parler de Melissa. Mon estomac s'est noué. Je vous écoute. Enfin, je ne sais même pas comment appeler ça. On se fréquente depuis environ 8 mois. Elle m'a dit que vous étiez pratiquement séparés, que vous viviez ensemble uniquement pour des raisons financières jusqu'à la fin du bail. J'ai éclaté de rire. Il n'y a pas de bail. Je possède ma maison. Et nous étions bel et bien ensemble jusqu'à sa fête d'anniversaire il y a 2 jours. Silence au bout du fil. Puis, putain. Elle m'avait dit que ce collier venait de ses parents. Quel collier? Celui en saphir. Elle disait que c'était un héritage familial. Le collier que je lui avais offert à Noël. Presque 3000 $. Écoute, continua Alex. Je n'appelle pas pour créer des problèmes. J'ai trouvé ton numéro dans son téléphone pendant qu'elle prenait sa douche. Certaines choses ne collaient plus. Et après ce qu'il s'est passé hier avec son propriétaire qui l'a appelé à propos des violations Airbnb, j'avais besoin de savoir si moi aussi je m'étais fait manipuler. Bienvenue au club, ai-je répondu. Comment vous vous êtes rencontrés? Lors d'une conférence pharmaceutique à Phoenix. Je travaille pour une entreprise concurrente. Elle m'a abordé au bar de l'hôtel, exactement comme elle t'a abordé lors de cette vente aux enchères caritatives. Une prédatrice classique à la recherche d'une nouvelle proie. Et maintenant, tu comptes faire quoi? Ai-je demandé. Il a soupiré. J'ai des captures d'écran où elle me dit que vous étiez pratiquement séparés. Je me suis dit que ça pourrait être utile pour tes dossiers. Je lui ai donné mon adresse mail et, 10 minutes plus tard, je recevais un dossier entier de conversations prouvant qu'elle poursuivait activement une relation avec Alex pendant qu'elle vivait chez moi et dépensait mon argent. Elle lui racontait que j'étais émotionnellement abusif, prétendait que je contrôlais ses finances alors qu'en réalité, je finançais entièrement son style de vie. Le jeudi matin, Melissa s'est présentée à mon bureau. Étonnamment impeccable. Maquillage parfait. Cheveux coiffés. Une robe qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de beaucoup de gens. La réceptionniste m'a appelé pour me prévenir. Vous voulez que je lui dise que vous êtes en réunion? Non, ai-je répondu. Faites-la entrer. Mais d'abord, appelez Drew et demandez-lui de venir dans mon bureau. Et gardez la sécurité prête au cas où. Drew est arrivé le premier, me lançant un regard interrogateur. Je lui ai rapidement expliqué la situation. Tu veux que je reste? Juste les premières minutes. Témoin de sécurité. Quand Melissa est entrée, son visage s'est légèrement décomposé en voyant Drew présent. Elle s'attendait clairement à me trouver seule. Nous devons parler en privé, dit-elle d'une voix douce mais avec des yeux glacials. Drew est mon associé. Tout ce que tu as à dire peut être dit devant lui. Elle lui lança un regard noir avant de rapidement retrouver son calme et de s'asseoir en face de mon bureau. Ryan, bébé, tout ça est un terrible malentendu. Cette blague à mon anniversaire, j'étais nerveuse et ça est sorti de travers. Tu sais que je t'aime. Je ne répondis pas. Je la regardais simplement. L'histoire Airbnb, j'essayais juste de contribuer financièrement. J'aurais dû t'en parler, mais j'économisais pour te surprendre avec des vacances. Toujours aucun mot de ma part. Et les photos avec Alex, c'est juste un collègue. Il ne s'est rien passé. Tu es le seul que je veux. Finalement, j'ai parlé. Tu as fini? Elle cligna des yeux, visiblement déstabilisée par mon calme. Je veux juste qu'on arrange les choses. Je te rembourserai tout, je te le promets. J'ai sorti un dossier et l'ai fait glisser vers elle. À l'intérieur, il y a tous les messages échangés entre toi et Alex durant les 8 derniers mois. Il m'a contacté hier. Apparemment, tu lui racontais que nous étions pratiquement séparés et que nous vivions ensemble uniquement pour des raisons financières. La couleur a quitté son visage. Il y a aussi un relevé de tout l'argent que tu m'as pris ces 2 dernières années. Plus de 112 000 $ au total. Tu trouveras également une lettre officielle de mon avocat indiquant que toute nouvelle tentative de contact sera considérée comme du harcèlement. Et enfin, une copie du rapport que ton propriétaire a transmis au service locatif concernant tes activités illégales de sous-location. Son visage s'est tordu de rage. Espèce de fils de pute. Tu crois pouvoir me jeter comme un déchet? C'est moi qui t'ai créé. Avant moi, tu n'étais qu'un pauvre entrepreneur pathétique avec de la terre sous les ongles. Je t'ai donné de la classe. Je t'ai donné un statut. Drew bougea nerveusement derrière moi. Moi, je suis resté parfaitement calme. C'est tout, ai-je demandé. Ce n'est pas fini, cracha T.L. en se levant. Je connais des choses sur ton entreprise. Des permis qui n'ont pas été correctement déposés. Des chantiers au noir que tu n'as pas déclarés. Je peux détruire ta vie avec un seul appel. Et voilà. La confirmation finale de qui elle était réellement. J'ai souri, ce qui sembla la déstabiliser encore plus que si je m'étais mis en colère. Chaque permis pour chaque chantier a été correctement déposé. Chaque dollar est justifié. Mon entreprise avait du succès avant toi, et elle continuera d'en avoir après toi. Mais merci d'ajouter la tentative de chantage à la liste des raisons pour lesquelles tout est terminé. Je me suis levé. Drew va te raccompagner. Toute communication future devra passer par mon avocat. Alors que Drew l'escortait vers la porte, elle s'est retournée,
les larmes coulant soudainement sur son visage. S'il te plaît, Ryan. Je suis désolé. Je t'aime vraiment. J'ai juste eu peur de réaliser à quel point j'avais besoin de toi. Pendant un bref instant, j'ai senti un doute me traverser. Puis j'ai entendu à nouveau sa voix pendant le dîner d'anniversaire, tu reviendras ramper demain. Tu le fais toujours. Au revoir, Melissa, ai-je répondu en retournant à mon ordinateur. Cela fait maintenant 3 semaines depuis la catastrophe de l'anniversaire, et les choses ont trouvé une nouvelle forme de normalité. Mon avocat m'a appelé pour m'informer que Melissa avait officiellement été expulsée de son appartement pour violation du bail. La société de gestion immobilière engage également des poursuites pour les revenus Airbnb non autorisés, environ 42 000 $ sur l'année écoulée, argent qui provenait directement du loyer que je payais. La semaine dernière, j'ai reçu un appel de Taylor, la sœur de Melissa. Nous nous étions toujours bien entendus, et elle faisait partie des rares personnes à avoir eu l'air horrifiée par ce que Melissa avait dit lors du dîner. « Tu tiens le coup ?» demanda-t-elle quand j'ai décroché. « J'essaie », répondis-je. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il s'avère que le travail de Melissa dans les ventes pharmaceutiques n'allait pas si bien. Elle était sur la sellette depuis des mois, non pas à cause de mauvais résultats, comme elle le prétendait, mais à cause de comportements non professionnels avec des clients et de relations inappropriées avec des collègues. Au pluriel. Les jours d'absence après notre rupture, combinés à une plainte officielle déposée par l'entreprise d'Alex concernant sa relation personnelle non déclarée, contraire aux règles éthiques du secteur, ont conduit à son licenciement sans indemnité. Elle raconte à tout le monde que c'est toi qui l'as fait virer, dit Taylor d'une voix épuisée. Elle prétend que tu as appelé son patron pour inventer des mensonges sur elle. Je sais que ce n'est pas vrai, mais je pensais que tu devais être au courant. Merci de me prévenir, répondis-je. Et toi, comment tu gères tout ça? Un silence s'est installé au bout du fil. Est-ce que je peux te dire quelque chose en toute confiance? Demanda Taylor. Bien sûr. Honnêtement, je suis soulagé que tu sois parti, dit-elle doucement. Elle se servait de toi depuis des années, et nous l'avons tous vu. Papa et maman ont essayé de lui parler plusieurs fois, mais elle faisait toujours des crises. Tu es quelqu'un de bien, Ryan. Tu méritais mieux que la manière dont elle te traitait. Cette conversation fut une validation venant de la dernière personne à laquelle je m'attendais. Mais la cerise sur le gâteau est arrivée hier. Vous vous souvenez de cette carte noire qu'elle utilisait? Après que je l'ai annulée, elle a apparemment essayé de l'utiliser chez Neiman Marcus pour une séance shopping de 4700 $. Quand la carte a été refusée, elle a fait un tel scandale que la sécurité a dû intervenir. D'après un ami qui travaille là-bas, elle hurlait. Cette carte ne peut pas être annulée. Mon petit ami est trop pathétique pour me tenir tête. Et tous ses amis qui riaient à sa blague et me traitaient de toxique? Pas un seul ne lui a proposé un endroit où dormir. Pas un seul. Il faut croire que les gens qui se rassemblent autour du matérialisme ne sont pas très forts en véritable amitié une fois que quelqu'un ne peut plus payer l'addition. Le vrai karma, cependant, est arrivé la semaine dernière. J'étais chez des clients pour discuter d'un énorme projet de rénovation, facilement un chantier à 200 000 $. Pendant que je leur présentais les plans, la femme n'arrêtait pas de me regarder bizarrement. Finalement, elle a dit « Désolé, mais vous me semblez tellement familier. On ne se serait pas déjà rencontrés? » Je ne pense pas, ai-je répondu en continuant ma présentation. À la fin de la réunion, alors qu'il signait le contrat, elle s'est soudain exclamée « Attendez, vous êtes le petit ami de Melissa. » Nous étions à sa fête d'anniversaire. Mon estomac s'est noué. C'était l'une des femmes qui avait ri à la blague de Melissa. Je me préparais à un moment gênant, voire à ce qu'ils annulent le contrat. Mais au lieu de ça, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Ce qu'elle vous a fait était absolument horrible. » Mon mari et moi étions choqués. Nous avons ri uniquement parce que nous étions extrêmement mal à l'aise et que nous ne savions pas comment réagir. J'avais envie de vous présenter mes excuses depuis ce soir-là. J'étais sans voix. Son mari hocha la tête. Nous connaissons Melissa depuis des années par des amis communs. Cette soirée a aussi été la goutte de trop pour nous. Personne ne mérite d'être traité comme ça. Non seulement ils ont signé le contrat, mais ils m'ont recommandé auprès de 3 de leurs amis pour des projets similaires. Parfois, le karma agit de manière inattendue. Le véritable affrontement final a eu lieu ce matin. J'étais sur un nouveau chantier, une rénovation complète pour un cadre du secteur technologique, quand Melissa est apparue. Elle avait mauvaise mine. Peu de maquillage. Les cheveux attachés à la va-vite. Un jean et un chemisier simple. Pour elle, c'était pratiquement une tenue de sans-abri. « Ryan, s'il te plaît », dit-elle en pleurant sincèrement cette fois. « J'ai tout perdu. Mon travail, mon appartement, mes amis. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents refusent même de me reprendre chez eux. Ils disent que c'est de l'amour difficile ou une connerie du genre. » Je continuais d'inspecter les structures sans même la regarder. « S'il te plaît, Ryan. Je ferai n'importe quoi. J'ai compris la leçon. Je trouverai un vrai travail. Je contribuerai. Je serai meilleur. Ne me laisse pas comme ça. » Finalement, je l'ai regardé. Pendant une seconde, j'ai presque eu de la peine. Puis j'ai entendu sa voix encore une fois, « Tu reviendras ramper. » On dirait que c'est toi qui rampes maintenant, ai-je dit calmement. Ce n'est pas une sensation très agréable, hein. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté.
Ah, et Mélissa? Ce bracelet tennis en diamant que tu avais perdu l'année dernière? Celui pour lequel tu m'as obligé à acheter un remplacement? J'ai retrouvé l'original dans ta trousse de maquillage quand je faisais les cartons. Avec les boucles d'oreilles volées de Noël l'année précédente et la montre Cartier disparue. Je me demande combien d'autres objets tu as perdus juste pour que je les rachète une deuxième fois. L'expression sur son visage m'a tout dit. Ce n'était pas seulement quelques objets. C'était un schéma répétitif. Tu sais ce qu'il y a de plus triste, ai-je continué. Si tu m'avais aimé ne serait-ce qu'à moitié autant que tu aimais mon argent, je t'aurais quand même offert le monde entier. Tu n'avais pas besoin de mentir ni de manipuler. Mais tu étais incapable de voir autre chose que les signes du dollar au lieu de voir la vraie personne devant toi. Alors que je m'éloignais, Carlos, mon chef de chantier, s'est approché de moi. Patron, vous voulez que j'appelle la sécurité? J'ai secoué la tête. Pas besoin. Elle s'en va. Et c'est exactement ce qu'elle a fait, sanglotant jusqu'à sa voiture, cette voiture qui faisait encore ce bruit étrange dans le moteur. Amusant comme ce problème apparaissait toujours lorsqu'elle voulait quelque chose de coûteux. Carlos secoua simplement la tête. Mon ex était comme ça. Les profiteux sentent un homme bien à des kilomètres. Comment t'as réussi à tourner la page, lui ai-je demandé. Il haussa les épaules. Le temps. Et trouver quelqu'un qui se soucie réellement de qui tu es, pas seulement de ce que tu peux lui offrir. Hier soir, j'ai dîné avec une femme nommée Claire. Elle possède une petite boulangerie qui fournit du pain à plusieurs restaurants locaux. Je l'ai rencontrée lorsqu'elle livrait une commande chez le restaurant de mon ami Jack. Elle est arrivée en jean et en pull simple, m'a posé des questions sur mon travail et a réellement écouté les réponses. Elle a insisté pour partager l'addition. Après le dîner, elle m'a proposé de visiter la cuisine de sa boulangerie. Pas comme prétexte. Elle voulait sincèrement me montrer le vieux pétrin qu'elle avait restauré elle-même. Debout là, à 23h, à la regarder parler avec passion de levain naturel, j'ai réalisé quelque chose. Je préférerais 1000 fois être avec quelqu'un qui s'enthousiasme à l'idée de créer des choses plutôt qu'avec quelqu'un qui ne s'enthousiasme qu'à l'idée d'acheter des choses. Je ne sais pas si quelque chose se passera avec Claire, mais pour la première fois depuis des années, je ne mesure plus ma valeur à ce que je peux offrir aux autres. Mon téléphone continue de s'allumer avec les messages désespérés de Mélissa, qui me propose maintenant des choses qu'elle refusait auparavant si je la reprends. Et chaque message me convainc encore davantage que j'ai pris la bonne décision. Certains hommes ne parviennent jamais à se libérer des menottes dorées d'une relation avec quelqu'un qui les voit comme un distributeur automatique doté d'un pouls. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu l'occasion de voir ce qu'il y avait derrière le rideau, de la manière la plus publique et douloureuse possible. Et aussi terrible que cela ait été, ça m'a probablement fait gagner des années de ma vie. La partie la plus satisfaisante? J'ai commencé à faire des dons à un programme d'éducation financière qui aide les gens à reconnaître et fuir les relations financièrement abusives. La directrice du programme a failli tomber de sa chaise quand je lui ai raconté mon histoire. Elle m'a demandé si j'accepterais de parler lors de leur prochain atelier. Je ne sais pas encore si je suis prêt pour ça, mais peut-être qu'un jour mon expérience aidera quelqu'un d'autre à reconnaître les signaux d'alarme que moi j'ai ignorés. La semaine dernière, j'ai croisé Kevin, l'ancien coach de CrossFit de Mélissa, dans une quincaillerie. Il s'est approché prudemment, comme s'il craignait que je lui mette un coup de poing. « Je voulais juste que tu saches quelque chose, dit-il. Elle a essayé le même numéro avec moi après ton départ. Elle est venue à la salle en pleurant, disant qu'elle avait besoin d'un endroit où dormir, en proposant, enfin, tu vois. J'ai immédiatement coupé court. J'ai hoché la tête, appréciant son honnêteté. Homme intelligent. Et elle ne te trompait pas seulement avec Alex, ajouta-t-il. Il y avait au moins 2 autres gars dont je suis au courant. Elle les amenait à mon cours de 6h du matin quand elle pensait qu'aucune personne te connaissant ne serait présente. Étrangement, cette information ne m'a pas blessé. Au contraire, c'était comme la confirmation définitive que j'avais pris la bonne décision. Les dernières pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Merci de me l'avoir dit, ai-je répondu sincèrement reconnaissant. Pour ce que ça vaut, dit Kevin alors que nous nous séparions, tu as l'air plus heureux maintenant. Moi, je ne sais pas, voûté. Il avait raison. Je me tiens plus droit ces jours-ci. Et je dors mieux aussi. Quant à Mélissa, j'ai appris par Taylor qu'elle avait finalement quitté Denver pour retourner dans sa ville natale en Arizona. Elle a trouvé un emploi dans la compagnie d'assurance de son oncle. Apparemment, elle raconte à tout le monde là-bas qu'elle a quitté Denver parce que son ex était abusif. Toujours la même Mélissa. Réécrire l'histoire pour se présenter comme la victime. Mais voilà le problème des petites villes. La réputation vous suit partout. Et d'après Taylor, il n'a pas fallu longtemps avant que les gens voient clair dans son jeu, ce besoin constant de validation, ses exigences matérialistes, ses techniques de manipulation. Quand on joue avec le même scénario toute sa vie, cela devient évident pour quiconque fait un minimum attention. Claire et moi prenons les choses lentement. Elle n'a rien à voir avec Mélissa. Elle construit des choses au lieu de les consommer. Elle s'enthousiasme à créer de la valeur au lieu d'en extraire aux autres. L'autre soir, elle m'a aidé à installer des placards dans mon projet de rénovation de cuisine. Elle était couverte de sueur et riait tout le temps. Pas une seule fois elle ne s'est plainte d'abîmer sa manucure. Je l'avoue, j'ai encore des problèmes de confiance.
Je sursaute encore un peu quand Claire attrape son portefeuille au restaurant. Je me surprends encore parfois à me demander s'il n'y a pas un piège que je ne vois pas. Mais j'y travaille. Je construis quelque chose de sain, brique après brique, exactement comme je construis mes projets, avec de solides fondations cette fois-ci. Alors si vous lisez ceci et que vous reconnaissez votre propre relation dans mon histoire, tout ce que je peux dire, c'est ceci. Le respect de soi n'est pas négociable. Et croyez-moi, quitter la mauvaise personne ouvre le chemin vers la bonne. La meilleure vengeance n'est pas de les faire souffrir. C'est de vivre tellement bien qu'ils réalisent enfin exactement ce qu'ils ont perdu. Alors ma famille YouTube, voici mon opinion sur cette histoire. L'histoire de Ryan n'est pas juste un simple récit dramatique de rupture. C'est l'histoire de 4 années durant lesquelles un homme a été lentement convaincu que sa valeur dépendait uniquement de ce qu'il pouvait offrir. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est qu'il savait que quelque chose n'allait pas. Il le dit lui-même, les signaux d'alarme hurlaient. Il a simplement continué à baisser le volume parce qu'une belle femme lui accordait de l'attention, et honnêtement, c'est profondément humain. On ne veut pas voir ce qu'on ne veut pas voir. Ce qui m'a le plus frappé, c'est ce journal. Melissa ne profitait pas de lui de manière occasionnelle, elle documentait tout. Elle élaborait des stratégies. Ce n'était pas une relation, c'était une arnaque. Et Ryan était la cible. Mais il y a une chose sur laquelle je veux vraiment que les gens réfléchissent, Ryan ne s'est pas effondré. Il n'a pas détruit la vie de Melissa sous le coup de la colère. Il est resté calme, il s'est organisé, et il a laissé les conséquences parler d'elles-mêmes. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est au contraire l'une des choses les plus fortes qu'une personne puisse faire lorsqu'elle souffre. Maintenant, parlons de Melissa. Écoutez, elle avait clairement de profondes insécurités qu'elle compensait avec le matérialisme et le contrôle. Ça n'excuse absolument rien de ce qu'elle a fait, mais ça explique pourquoi des personnes comme elle existent. La validation par l'argent, le statut social et la manipulation, c'est un cycle, et ça finit toujours par se retourner contre eux. Chaque porte qui s'est fermée devant elle, c'est une porte qu'elle avait elle-même claquée bien avant que Ryan quitte ce restaurant. Les leçons à tirer de cette histoire sont en réalité assez simples, même si elles sont difficiles à appliquer. Premièrement, la générosité ne devrait jamais se faire au détriment de votre propre respect de vous-même. Aimer quelqu'un ne signifie pas financer son train de vie pendant qu'il vous méprise discrètement. Deuxièmement, quand quelqu'un vous montre qui il est réellement, croyez-le dès la première fois. Pas la 5e. Pas la 10e. Et troisièmement, la meilleure chose que Ryan ait faite, ce n'était ni les documents juridiques ni les cartes bancaires annulées. C'était Claire et cette cuisine de boulangerie à 23h. Il a choisi de construire quelque chose de vrai au lieu de courir après quelque chose de superficiel. Et ça, juste là, c'est toute la leçon. Alors les amis, partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.